Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, à nouveau dans vos foyers avec un visage nouveau. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Daniel Marceline qui va faire un petit bout Une incursion avec nous, puisque la titulaire du poste, de la fonction, est au Festival de Cannes, Nadia, qui est notre amie, et qui bien remplacée, je crois. Ça va être confirmé. J'espère que je saurai tenir le rang. Moi, j'en suis persuadé. Christian, Moi également. a priori, oui. Ah, Voilà. il n'y a pas aucun problème. En tout cas, c'est toujours une grande joie de retrouver les téléspectateurs et de vous retrouver. Voilà. Un sujet qui n'avait pas été prévu, mais c'est tombé comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. C'est le président d'Haïti, Jovenel Moïse, qui a été assassiné hier soir, mercredi, oui c'est ça, hier, en sa résidence privée, en pleine nuit. Et son premier ministre, qui s'appelle Joseph, c'est un Joseph, a imputé l'exécution du président, jeune président, 53 ans, je pense qu'il était plus âgé que ça, à un groupe d'étrangers qui parlaient anglais et espagnol. Est-ce qu'on a entendu? La femme du président, Martine Moïse, a été blessée dans l'attaque et elle est hospitalisée. Et ce même Joseph a déclaré l'état de siège, octroyant du coup des pouvoirs renforcés à l'exécutif. Votre avis, votre sentiment, votre émotion, votre réaction, Daniel? Une émotion sûrement. C'est après les images il y a quelques semaines de ces gangs armés, le G9 paradant dans Port-au-Prince, cagoulés avec des fusils, puis les 10 000 personnes de bidonville qui avaient dû partir et se réfugier dans des centres d'accueil. Cette nouvelle, je veux dire, Haïti, qu'on le veuille ou non, est chère à notre cœur, parce que pour de multiples raisons, la Caraïbe, Haïti est importante pour la Caraïbe, et pour moi, dans un premier temps, c'est un sentiment de tristesse infinie. Et puis l'assassinat d'une journaliste, il y a une dizaine de jours, et également de militants. Christian? Mais écoute, je partage cette tristesse et puis cette forte émotion. Tous les démocrates du monde ont cru qu'après Duvalier, il y aurait eu une stabilisation, il y aurait une humanité, il y aurait eu un peu une démocratie. Et c'est vrai que voilà, Haïti est dans une situation qui régulièrement c'est déstabilisante, quoi. Et nous émeut. Je ne vais pas tirer tout de suite des conclusions sur l'idiome, le langage utilisé, la langue utilisée, l'anglais et l'espagnol. Bon, ça ressemble vraiment à une série Netflix, ça ressemble vraiment à un règlement de compte. Enfin bon, on ne va pas inventer une histoire parce que. Mais pourquoi même, de façon subliminale, il a fallu préciser que c'était des personnages, c'était des malfaiteurs, le problème, c'est comment ils sont entrés aussi, parce que j'imagine que le palais est gardé, super protégé quand même. Mais il paraît qu'ils étaient très organisés, très armés, donc ils ont dû... Des professionnels, oui, c'est des professionnels, c'est-à-dire des mercenaires. Ils ont dû tuer du monde sur le passage, alors. Parlons clairement, c'est des mercenaires. Mais Christian, il y a un business derrière ça. Il y a un business. Ok. Bon, c'est vraiment très touchant, quoi, en même temps. Ah oui, absolument. C'est très déstabilisant, quoi. Nous allons revenir à un petit train, qui est un gros train, c'est la désignation des élus de la CTM. Si vous voulez, dans un premier temps, on va parler du déroulement de l'installation de l'Assemblée. C'était un jour de tempête, de pluie. Certains de vous ont peut-être vu ça de façon arrachée. Enfin, j'ai quand même retenu qu'il s'agissait de mettre en place les organes de l'Assemblée de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique, qui est administrée, comme vous le savez, par une Assemblée d'un côté, un conseil exécutif et puis un conseil consultatif, dont tu es membre. Oui, je suis membre du CSM. Alors, on va faire un quiz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, CSM? Conseil économique, social, environnemental, et culturel et de l'éducation de la Martinique. Pas culturel, de la culture. De la culture, mais enfin bon. Mais qui est un organe consultatif qu'on consultait jusque-là un peu pour la forme. Il semblerait bien que là maintenant... Mais déjà, il y avait le Césaire, le Conseil économique et social, et le CCE. J'étais membre du CCE également. C'est l'occasion de dire que c'est Aimé Césaire qui avait demandé qu'il puisse y avoir un conseil consultatif sur les orientations culturelles. C'est pour ça que le CCE avait été créé. Et c'était une spécificité des Outre-mer. C'est toujours... Depuis, effectivement, l'unité qu'on a créée au niveau de la CTM, il a été décidé, en tout cas, qu'il y aurait un seul conseil. Donc, le conseil de l'économie économique et sociale et le conseil de la culture se sont réunis, et c'est ça qui forme le CESEM. Voilà.
Alors, le CESEM aujourd'hui dirigé par Justin Daniel, le politologue qui a Justin été Daniel, élu récemment. Absolument. Et puis il y a des commissions économiques, il y a des commissions culture, avec Yves-Marie Serraline, avec le président de la Chambre des métiers. Il y a également Philippe Joc qui est membre également. Donc voilà. Et je suis membre de la commission culture. Espérons que vous serez écouté, que vous serez entendu. Eh bien, déjà que vous soyez plus visible, hein, parce que je trouve que la population n'est pas suffisamment au courant des avis du CESEM. C'est ça. Et que ce serait important que justement on le sache. Très rapidement, il a fallu déjà mettre en place, c'est comme la collectivité, le CESEM, trouver une cohérence, trouver une homogénéité, trouver une politique générale. Bon, effectivement, ça a pris du temps, mais le CESEM est régulièrement consulté, par exemple sur les avis, sur les orientations budgétaires. Et puis le CESEM peut se saisir également. Là, par exemple, on a un projet qui s'appelle SOS Artistes. Il s'agit de faire un annuaire des artistes en Martinique. Il s'agit aussi de faire une étude sur les conditions d'emploi des artistes et comment faire en sorte que ce milieu soit plus porteur d'emplois structurés. Et puis surtout d'être écouté sur tous les sujets qui sont à l'ordre du jour. Tout à fait, absolument, absolument. Il y a par exemple Pascal Safache aussi qui travaille beaucoup sur les questions, bien évidemment, de l'environnement et tout, et qui a des avis très, très intéressants. Ok, on tourne. Ouais. Je ne sais pas si vous avez été comme moi un peu sensible à l'intervention au début de débat de Claude Lise, qui était véritablement, visiblement ému. Tout à fait, et on peut le comprendre, parce que c'est quand même une carrière politique qui s'achève, même s'il dit qu'il va continuer à être présent, à militer et à assurer la transmission. Mais c'est vrai que c'est une carrière qui s'achève et qui a été riche, hein, donc par conséquent, il y a forcément une certaine émotion quand on quitte la scène. On lui souhaite une bonne retraite, entre guillemets, politique. Et que, il a l'air serein. Mais je crois que c'est un homme toujours... Il a choisi de partir. Oui, il a bien dit, il a bien fait comprendre. Et il a annoncé quand même, je pense avec une petite satisfaction au fond de son cœur, il a annoncé la lettre de démission d'Alfred Marie-Jeanne. Je pense qu'il a dû se dire, enfin, on croit partir quand même. On croit partir, et puis moi, c'est tout ça, on croit partir ensemble. Mais moi, je pars par la grande porte. Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un mandat de trop pour toutes ces personnes-là ou on pourrait poser la même question à Yann aussi. Bon, enfin, bref, c'est leur choix. On ne va pas critiquer les gens parce qu'ils ne s'accrochent pas au pouvoir. Ils font leur devoir de citoyen. Bon, enfin, ne soyons pas trop critiques. Je parle à moi-même. Hein, je n'avais encore rien dit. Serge Etchimi, nouveau président du conseil exécutif de la CTM. Il a été élu par 26 votes. Son alliance s'appelle Alliance Martinique. Voilà. 23 blancs, 2 nuls. Et en tant que député, il devra démissionner, puisqu'il ne peut pas exercer. Il a déjà démissionné. Il a démissionné, certainement. Mais la question est que son poste de député va rester vacant, et il semble qu'il va rester vacant jusqu'au renouvellement, parce que la guerre qui sont suppléants a dit non, la cache ne m'intéresse pas. Il ne peut pas être député maire. Non, il ne peut pas. Non, mais le poste va rester vacant jusqu'au mois. Parce que les élections, c'est mai 2022. Donc, de même pour, effectivement, tu as raison, de même pour la guerre, il ne peut pas la. Ah oui, c'est ça. Alors, il ne peut pas avoir effectivement une fonction. Ça s'appelle une fonction exécutive locale. Absolument. Et être maire, c'est une fonction exécutive locale. Absolument. Oui, parce que j'ai oublié. Tout le monde sait que Daniel est juriste. Je n'ai que des juristes autour de moi. Non, mais quand même pour la population, moi je crois qu'il est nécessaire de préciser qu'à l'heure actuelle, le calendrier de l'Assemblée nationale est déjà rempli avec un ordre du jour, etc. Donc c'est pas dans les mois qui restent, c'est-à-dire de septembre à mai, qu'on va faire des réformes les plus importantes. Il faut en être conscient aussi. Un nouveau conseil exécutif. Alors, j'ai calculé un premier aspect, on ne va pas faire l'inventaire de tout ça, mais enfin, quand même, on va citer les femmes. Bénédicte Di Geronimo, Séverine Termont, Audrey Thalie Bardol, Marie-Thérèse Casimirius. Pour l'instant, on a 4 femmes et 5 hommes. À la prochaine, j'espère qu'à la prochaine fois, on aura 5 femmes et 4 hommes et que la présidente sera une femme. Oui, mais si tu vois dans le mort de café... mais si tu étais resté en politique, si tu avais accepté de rester en politique, malgré les exhortations que je sais qu'on a pu te faire. Absolument. Puisque oui, parce que vous le savez, elle vous le dit, là, celle qui est notre nouvelle égérie là, de notre émission, elle a été conseillère municipale, elle a adjointe au maire. Elle était présidente du CERMAC. Présidente du CERMAC, et puis un jour, elle a dit, j'en ai assez, au revoir. Bon, c'est ça la liberté. Alors Serge Letchimi, président, comme je vous l'ai dit, on a des visages que l'on connaît en politique, mais nouveaux au niveau décisionnel. Arnaud René Corail, Nicaise Monrose, David Zobda, Marie-Thérèse Casimirius, qui je le sais par ailleurs, c'est la seule chose que je sache, pour cause, qui s'occupera, elle est conseillère exécutive
exécutive, oui, ça se féminise, en charge de la culture. Ah ben c'est bien. Mon cher Christian. C'est une femme adorable que nous aimons beaucoup. Tout de suite, il faut qu'on lui dise qu'on va la voir très bientôt, Christian et moi, et qu'on la trouve charmante, on la trouve délicieuse, on la trouve tolérante, on la trouve ouverte aux idées. C'est surtout quelqu'un qui a une culture politique, une culture tout court, et donc qui est très discrète, mais qui a vraiment une formation. Mais qui était en charge de la culture au sein de l'EPCI du Nord, elle était déjà en charge de la culture. Et qui a une certaine humilité, me semble. Oui, oui, en tout cas, j'ai pu en suivre. Et puis l'ouverture. J'espère ne pas me tromper, mais enfin. Une ouverture. Non, au premier degré, c'est une ouverture d'esprit. Oui, c'est des choses que je n'ai pas à dire dans la télévision. 5 hommes, 4 femmes, je l'ai déjà dit, dont 3 du Nord. C'est pas mal. Oui, parce que le Nord, on peut saluer notre consoeur, Séverine Termont. Mais oui, absolument. C'est Termont qui est... Elle aussi discrète et très compétente. Très compétente. 38 ans, jeune femme, avocate et première adjointe du maire de Sainte-Marie. Belle carrière politique. Elle s'est attelée à une locomotive solide là, qui va la mener loin. Dans 5 ans, Letchimy, monsieur Letchimy, dans 5 ans, le président Letchimy, pardon, aura 75 ans. C'est encore bon, ça va. Non, mais ce n'est pas une question d'âge, parce que c'est lui qui a annoncé que ce serait son dernier mandat. C'est ça, tout à fait. C'est lui qui l'a dit. Donc. Oui, à ceux qui veulent bien le croire. Ouais. Peut-être qu'il l'a annoncé de façon non, mais il commence. Sincère. Il commence. Oui, bon. Le président de l'Assemblée. Voilà. On ne sait jamais dans la vie. Ne visionnons pas dans le bar du café. Absolument. Le président de l'Assemblée, Lucien Salibert. On va s'y arrêter un petit peu. Il a 70 ans. Il a été élu dans la section Nord. Il est nouveau. Il était l'actuel maire de Mont-Nevers qui a démissionné même avant que d'être élu. C'est un juriste et c'est un économiste. Il est diplômé en économie, il est diplômé en droit, il a des diplômes en matière bancaire. Autrement dit, pour moi, c'est un homme, d'ailleurs, il a été choisi pour sa sagesse et son expérience. Pour moi, c'est un homme, c'est un élément qui va bien prendre la place de Claude Lise. Il aura ce qui est étonnant, équivalence. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a recueilli que les voix de Letchimy. Personne dans les voix de l'Alliance. Les voix de l'Alliance. Personne dans les autres groupes n'a voté pour lui. J'ai trouvé ça dommageable. J'ai trouvé ça le reflet d'un cloisonnement. J'ai trouvé que ce n'est pas une ouverture. Dans la mesure où c'est un homme qu'on a déjà vu d'ailleurs à plusieurs reprises, qui a l'air pondéré, qui a l'air constructeur, et Dieu seul sait le rôle qu'on a quand on est dans des mairies, dans des espaces ruraux, comme ça, la proximité qu'on a avec des gens. Et je pense qu'il incarne bien un renouveau. Et j'ai été très étonné de voir que ni dans la liste Ensemble pour une Martinique d'ailleurs, ni dans notre liste de Nilor, il n'y a eu personne, c'est à croire qu'il y a eu un ordre de ne pas voter, de voter non, mais blanc. oui, ça dommage. Non, mais il faut attendre pour voir si l'effet Letchimy qu'on va décrire par les citations du discours de Letchimy, si cet effet fonctionne. En tous les cas, ce qu'a dit Salibert m'a bien plu. Je veux que cette assemblée soit un lieu de démocratie où chacun peut dire ce qui lui semble être bon pour le bien commun. Oui, mais ça confirme cette... Oui, et je crois la volonté réelle. Oui. Alors, vous remarquez quand même que les deux têtes de liste, enfin les deux pôles de direction, le Conseil exécutif et puis l'Assemblée, ce sont des hommes qui ne sont pas vieux, mais ce ne sont pas des hommes qui sont jeunes, ce ne sont pas des quadragénaires. Disons que ce sont des hommes d'expérience. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que la situation de la Martinique, après ce qu'elle a connu, nécessite des hommes d'expérience? Parce que, par exemple, je dois dire, j'ai constaté, le président Letchimy, dès le lendemain, il était dans la cellule de crise, il n'y a pas besoin de le briefer sur quoi que ce soit, il était tout de suite opérationnel. Donc je pense qu'on a, du fait qu'il y ait, c'est inédit, du fait qu'il y ait quand même 4 tendances politiques qui soient à l'Assemblée. Habituellement, on avait un petit peu de groupes. Là, on en a 4. Je pense que peut-être que c'est une occasion à d'autres personnes qui arrivent de faire leurs expériences, leurs armes, de se faire connaître, et que par conséquent, on est aussi dans une transition. D'autant plus que c'est ce que souhaite le président Letchimy. Enfin, je vous ferai quand même remarquer, avec beaucoup de simplicité, que David Maquet a été nommé archevêque à 45 ans. Bon, les comparaisons n'est pas raison. Alors, le début, comme tu disais, Alliance Martinique, 26 bulletins. 26, que 26. Ouais. Alors, le bureau d'Assemblée de Martinique a été élu à la proportionnelle et composé. Le bureau de l'Assemblée. Alors, vous vous souvenez, l'Assemblée, c'est du parquet, avenue du parquet, jusqu'à maintenant. Et puis, conseil exécutif, c'est là où. L'avenue des Caraïbes. L'avenue des Caraïbes. Non, c'est l'inverse. L'Assemblée, c'est l'avenue des Caraïbes. Et le conseil exécutif à Cluny.
à Cluny. C'est ça. Alors, Jean-Claude Duverger, premier vice-président, deuxième vice-président, Patricia Tell, d'Alliance Martinique, Fred Clio, d'Alliance Martinique, troisième vice-président, quatrième vice-président, Daniel Marie-Sainte, de Grand Assemblée pour Martinique. On bénéficiera de son expérience, il sera bien encadré. Ben, s'il joue le jeu, on pourra bien construire la Martinique. Il faut jouer le jeu. Non, il jouera le jeu parce que c'est un professionnel, c'est un technicien. Oui, c'est ça. Mais, il jouera le jeu parce qu'en le jeu de l'unité, quoi. Il aime son pays. Oui, je n'en doute pas. Alors, vous vous souvenez quand même que Serge Letchimy avait été président de la région de 2010 à 2015. C'est cette expérience dont tu parles. Tout à fait. OK. Alors maintenant, on va passer à l'installation proprement dite. C'est là qu'on va évoquer les discours, les extraits des discours de Serge Letchimy, citation, la collectivité territoriale de Martinique a été pensée sous le régime de la séparation des pouvoirs. Je ne veux pas pour autant qu'il y ait un cloisonnement entre l'Assemblée Cluny, entre l'Assemblée Et le Conseil et l'exécutif. Je ne veux plus qu'il y ait une collectivité d'en bas, soit de France, du parquet et une collectivité d'en haut. Donc il n'y a pas de cette dichotomie qui, à mon avis, est très mauvaise. Annonce son intention de rencontrer le Serge Letchimy, de rencontrer les chefs des 10 listes qui ne sont pas passés. Ça, c'est innovant et c'est intelligent. Oui, tout à fait. Qui ne sont pas passés au second tour afin d'écouter leurs propositions et éventuellement de les choisir. Par contre, il dit, nous installerons, alors ça c'est très important, il faut que le dire, il faut le répéter, nous installerons un climat serein, une stabilité propre au fonctionnement de la CTM et au développement de la Martinique. Et puis mieux encore, il reprend une proposition du programme de Nilor, savoir la conférence du dialogue permanent, on va revenir là-dessus tout à l'heure, où il s'agit d'inclure des membres des groupes non représentés au conseil exécutif dans des réunions mensuelles, parce qu'il faut une réunion entre le conseil exécutif et puis le bureau d'assemblée, tous les mois. Vraiment faire jouer l'Assemblée, contrairement à l'Assemblée on l'a compris, on le sait, qui avait été laissée pour compte, l'Assemblée de notre ami le docteur Lise, qui avait été laissée pour compte avec peu de cadres. Et dans son discours, il a repris tout ça. Il a dit que ce n'est pas normal. Il a cité l'exemple de l'Assemblée corse, qui a une quarantaine de cadres, etc. Et il veut absolument changer ce paradigme mortifère, sordide. Je veux sortir, alors ça c'est très important, j'ai bien aimé ça, je veux sortir des polémiques stériles sur les questions budgétaires de 2015, je rajoute, qui détournent l'attention des vrais enjeux. En leur disant, si vous voulez continuer là-dessus, mais moi vous le ferez sans moi, je ne vous répondrai pas là-dessus. Il salue aussi la présence de Béatrice Bellé, je trouve ça très élégant, de Philippe Joc, de Philippe Petit, de Guy Ferdinand et des représentants de Max Orvé. Je trouve ça très élégant. Et ça demande, de la part de politiciens, ça ne peut pas être seulement de la macaquerie, ça ne peut pas être seulement de la comédie, ça demande effectivement un investissement psychologique. Oui. Et je crois. Moi, il me semble que le président Letchimy a pris conscience du fait que c'est comme une blessure. La Martinique est blessée et elle a besoin d'être pensée pour pouvoir aller dans la voie de la guérison. Et je crois que c'est au-delà de tout élément partisan. C'est vrai que la liste est victorieuse, mais qu'il faut se pencher. Apaiser. Il parle beaucoup d'apaisement. J'ai entendu autant parler d'apaisement, quelle que soit la personne, quelle que soit la personne qui s'exprimait. Mais je crois qu'effectivement, il faut aller vers tout ce qui peut permettre à cette société de pouvoir se penser pour pouvoir mieux se construire. J'aime bien ta formule, c'est comme une blessure. Oui. Ça ressemble au titre de roman. C'est littéraire, c'est comme tu connais mon amour de la littérature. Oui. C'est comme une blessure. Mais permettez-moi une petite parenthèse. 2 jours avant l'élection, il y a un truc qui sort sur Letchimy, sur la question des retraites. Enfin, c'est ça. Oui. Non, mais et sur Marie-Sainte aussi. Oui, mais enfin, non, c'est après que le maire a dit que Marie-Sainte a été... On a bénéficié également. On a bénéficié. Oui, mais je veux dire, enfin, vous qui êtes juriste, c'est quand même fort, ça. Ouais. Surtout que c'est un rapport, attention, ce qui a été publié, c'est un rapport qui datait de 2019, c'est-à-dire que ce n'était pas récent, parce qu'on l'a fait passer comme un rapport qui était... mais bon, tout ça, c'est du passé. Oui, mais en même temps, c'est grave. Ça montre, ça montre une certaine fragilité. Pendant qu'on parle de petites malpropretés, sur son site, Louis Boutrin, notre ami qu'on aime beaucoup, il a sorti, et Philippe Joc va la signer en déclaration, il a sorti que Philippe Joc n'est pas en règle de ses... cotisations sociales et fiscales. Mais tout ce qu'on peut espérer, pas d'indignation, pas d'émotion. Non, mais... Tout ce qu'on va espérer, c'est que ce genre de choses-là va disparaître. Tout ce qu'on peut dire,
c'est simplement en souriant, Christian, mais que c'est d'un ridicule accompli. Louis Boutrin, docteur en droit, avocat à la cour d'appel, conseiller, etc., qui va sortir un chef d'entreprise, un diffamatoire. même s'il n'est pas en règle. Ouais. Comme si Philippe Bujoc, c'était l'ennemi principal, ça devient son éducation, il est dangereux. Non, mais c'est ça qui est grave, puisqu'on nous parle de nouvelle société. Quand la mesquinerie prend la place de la politique, parce que la politique n'est pas que de la mesquinerie. Enfin, à mon sens. Heureusement. Oui, c'est ça. La politique, c'est là les échanges d'idées dans un but le combat idéologique, mais ce n'est pas éventuellement. de la mesquinerie, ce n'est pas de la méchanceté. En tous les cas, ce n'est pas de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation. Non, il faut de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes pour pouvoir apprendre à vivre en respectant l'autre. Oui. Parce que l'autre, c'est un Martiniquais comme nous-mêmes. Exactement. Donc ça, mais il faut le faire passer. Choquant. Il faut le faire passer dans les mœurs, vraiment. Vous connaissez le principe, comme il y a 9 élus qui vont monter à la collectivité, d'autres qui sont de leur liste montent, donc c'est Monette Torel, c'est des noms nouveaux. Olivier Marie-Reine, on le connaît, il est président du comité régional des pêches. Yannick Étienne Notte, et dans le Nord, Éric Duféal, Lydia Beaulieu, Fort-de-France, Marie-Ange Ravin. Oui, je suis très content. Ta copine. Marion, c'est véritablement une femme qui s'investit. D'ailleurs, c'est une superbe chanteuse. Elle connaît le répertoire très très bien. Et puis elle s'est beaucoup investie, notamment dans la comédie musicale qu'elle a fait sur Saint-Pierre, qui est vraiment extraordinaire. Comment s'appelle cette comédie? Son nom me passe justement avec l'âge. Oui. Bon, bref. Mais on peut remarquer qu'il y a de... Nous sommes impardonnables. Il y a de nouvelles têtes, des nouvelles têtes, dans ce sens qu'on les connaît moins, parce qu'elles étaient moins dans la lumière, donc parmi ceux qui vont monter. Et je trouve que c'est une bonne chose que les Martiniquais s'habituent avec de nouvelles méthodes, de nouvelles compétences. Et des jeunes. Ça permet de voir que la Martinique a plus de talent qu'elle ne le pensait. Dans le sud. Place Bertin. Place Bertin, voilà. Mais je savais que ça avait une relation avec... En fait, je cherchais le nom de... Voilà, Marie-Ange, j'espère qu'elle va pouvoir travailler avec nous, puisqu'on fait la fête de la biguine et des musiques traditionnelles. Ça, c'est un produit un peu touristique aussi, mais voilà, économique, favoriser. Il n'y a aucune raison pour que nous ne continuions pas ce qu'on a commencé et que depuis 20 ans on fait. Alors, on fait un petit peu plus beau, nous, dans cette émission. Oui, mais il faut le faire. Mais c'est pour la Martinique, c'est pour la musique. Alors, dans le sud, je veux citer mon pote David Dinal, docteur Dinal, cardiologue qui monte, donc c'est bien qu'il soit là. Et puis Léa Bellé, Ravion, que je ne connais pas. Les dirigeants des principales instances, assemblées, conseils exécutifs, sont en train d'être, ils sont en train de mettre au point la désignation d'abord des membres des commissions, et puis des satellites et des présidents et tout ça. La semaine prochaine, on y reviendra. Voilà, c'est un conseil qui est en place pour 7 ans. Oui, exceptionnellement. Exceptionnellement, oui. Pour des raisons juridiques qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer, ils sont là pour 7 ans, c'est sûr. Alors, les dossiers que j'ai à traiter, je dis comme ça, vous allez compléter la distribution de l'eau, ce dossier chlordécone. C'est sûr que le président de chimie va s'y mettre, et il va utiliser de tout son poids, parce qu'il a déjà montré que c'est une question qui le préoccupe. Et puis le rétablissement de la confiance avec les électeurs, avec la Martinique. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu dans ce qu'il appelle son fonctionnement démocratique qu'il propose. Ce dialogue permanent et transversal, c'est un mot PPM, transversal. Ça veut dire ça. Je ne savais pas. Le dialogue transversal, je ne suis pas PPM. Non, je ne suis pas PPM, mais je ne savais pas qu'il était PPM. En tout cas, c'est un mot très letchimien, le dialogue transversal. J'ai remarqué ça. Mais en plus, ça a du sens. Hein. La conférence du dialogue permanent, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre le bureau de l'Assemblée, le conseil exécutif et des représentants des groupes non représentés. Ça va s'appeler la conférence du dialogue permanent. Il n'en a pas dit la fréquence. 1 heure consacrée aux questions d'exécutif au début de chaque plénière. Aux questions à l'exécutif, pardon. Oui. Questions posées à l'exécutif. Et une rencontre mensuelle de coordination entre les présidents d'Assemblée et du Conseil exécutif pour qu'il n'y ait pas d'hiatus comme il n'y a pas d'ignorance et tout ça. Je crois qu'on a fait le tour, on aura l'occasion de revenir et pour parler principalement des commissions. Et je crois qu'on peut souhaiter vraiment bonne chance. Avec beaucoup de sincérité. Oui, vraiment, parce qu'avec beaucoup d'énergie positive, juste ajouter un on mot, a si vous besoin. permettez, c'est que le président Lachimi dit aussi qu'il y a un certain secteur régalien de l'État sur lequel la collectivité n'a pas le droit de ne pas agir. Oui, par exemple, la santé. Il dit, même si c'est l'État,
faut que nous nous boutons là-dedans. Enfin, je veux dire, il exprime bien cet esprit, je pense, autonomiste, n'est-ce pas, qui a toujours animé son combat politique. Même sans être autonomiste, on n'a pas exploré la totalité des possibilités de l'article 73 avec toutes les possibilités d'expérimentation et donc par conséquent et d'habilitation. Donc par conséquent, tout en restant dans la droite ligne de l'article 73, il est encore possible de pouvoir faire en sorte de domicilier davantage de pouvoir chez nous. En espérant aussi que Martinique Transport, ce sera une plaie qui sera pansée, il y a comme une blessure, etc., etc. Alors, on passe à notre sujet. Alors, on est vraiment obligé d'en parler. C'est du Covid. Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas aurait été multiplié au moins par 3 en Martinique. Nous sommes à 15% seulement du taux de vaccination. Et la fréquentation des centres de vaccination est en baisse en plus. C'est une catastrophe. On était ensemble, on est allé amener mon fils se vacciner, c'était le désert. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je crois qu'on ne mesure pas tout ce qui est mis à la disposition. Je veux dire, vous avez des médecins, des infirmiers, des gens qui viennent et qui sont là, qui sont en train d'attendre, et sans que vous ayez à payer un centime. C'est surtout ça. Sans que vous ayez à payer un centime. Et donc, nous, on fait un petit peu la fine bouche, un peu les enfants gâtés. Je trouve que c'est dommage, alors que les enjeux sont importants, parce qu'il n'y a pas que le nombre de morts et le nombre de personnes hospitalisées, la Covid. On est en train, à l'heure actuelle, de recenser ce qu'on appelle les Covid longs, et puis les conséquences chez les jeunes, des Covid. Et donc, il y a tout ça qu'on n'a pas en tête, et en se disant, bon... il faut se protéger et protéger les autres. Mais il y a une méfiance très forte vis-à-vis du vaccin, toujours. Je pense chez les jeunes, moi je teste un peu avec les jeunes, ça ne les intéresse pas de se faire vacciner. Ce n'est pas les jeunes seulement. Or, 70% des nouveaux cas, c'est des jeunes de moins de 40 ans. Alors, les mesures qui ont été annoncées le 8 juillet par le préfet Cazel, c'est les restaurants, on retourne aux mesures de distanciation dans les locaux, ce qui va encore une fois obérer l'économie de ces entreprises. Concerts et festivals de musique, place assise obligatoire. Ça va compliquer notre festival du 15 août, Begin Jazz. Ça va compliquer notre affaire. Certainement. Il faudra qu'on ajoute... tous les festivals. Oui, tous les festivals. Les gens, on va expliquer à la collectivité qu'il y aura une ardoise pour les chaises, la location des chaises. C'est pas trop cher, mais ça va quand même peut-être faire 15-20 000 euros à ajouter à Madame Casimiro, si vous m'entendez. Ça manque de classe ce que je fais là, il faut que j'arrête de faire ça. Bon, le port du masque qui redevient obligatoire pour l'espace public, l'incitation au télétravail, et puis des discothèques sont à nouveau fermées. Ça, c'est quand même un problème, parce que les discothèques, c'était un lieu de convivialité, de rencontre. On y avait interdit la cigarette, on avait de la fumée. Bon, il y avait les alcools, ben, on boit. Comme on sait que le virus, c'est en aérosol et dans les salles fermées, climatisation, donc danser à grand air, peut-être, mais dans les salles fermées, Et puis le préfet annonce le lancement d'une concertation sur les événements en général de la voie publique, cette cas réunit trop en l'aria, c'est ce qu'il va vouloir leur dire, les motifs impérieux pour les déplacements par... l'exigence de motifs impérieux pour le déplacement en avion, le transport aérien. Alors, il a annoncé le sport amateur, mais on n'a que du sport amateur, donc c'est le sport tout court. Alors, s'il y a des restrictions pour le sport, je ne sais pas si on voit, mais il ne faudrait pas que le médicament soit pire que la maladie qu'on veut soigner, parce que sans sport, une population délire et dérive. Hein, bon. Non, mais heureusement qu'il a annoncé une concertation. Donc oui, je pense voilà. que peut-être qu'à la faveur de cette confrontation, on va... Et puis un éventuel couvre-feu, et puis l'élargissement de l'utilisation du pass vaccinal. Le pass vaccinal qui est indispensable, qui était jusque-là pour les réunions de plus de 1000 personnes. Pardon. En tous les cas, moi, ce que je pense, c'est que face au ralentissement de la campagne vaccinale, il faudra que les décideurs politiques s'assure qu'on incite de façon intelligente et appropriée les gens à se faire vacciner. Et qu'est-ce qui peut marcher comme argument? Alors, aux États-Unis, il y a des États qui ont donné de la bière, un hamburger aux gens qui veulent se faire vacciner. On a donné de l'argent aux gens ou de l'argent. Ça, c'est les Américains. Il ne crois pas que ça marche pour nous. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais s'il finit pour un feu, non.
Alors, expliquer aux gens quand même qu'il y a une valeur sociale, quoi, qu'il y a une valeur civique quoi, à faire ça. Est-ce que ça marchera? Je crois qu'il faut espérer en l'homme. Moi, je pense que c'est avec notre culture européenne, parce que nous, Européens, après nous. Peut-être, il y a eu un début où on montrait des personnes qui étaient connues, qui avaient un certain, je dirais, qui dégagent une certaine empathie vis-à-vis de la population, qui disaient moi je me suis fait vacciner. Et puis ça s'est arrêté. Donc je pense qu'on peut-être on pourrait le reprendre. Des sportifs, ou des artistes, chanteurs, absolument, des personnalités publiques de notoriété. Moi je me suis fait vacciner. Et je pense que ça pourrait peut-être inciter, je veux dire, comme quand certaines personnes connues se sont... Justine a fait ça, Marie-Josée Ali aussi a fait. Bon, je pense que c'est une idée à causer, d'avoir l'exemplarité, quoi. Moi, je pense, oui. Parce que c'est une cause publique, c'est une cause... Quand notre chaîne dit aura les moyens, une campagne comme ça, on pourrait la prendre à compte de la télé. Oui, pour l'instant, on demande aux autres de le faire, parce qu'on est en train d'essayer de... Donc on leur suggère. Oui, de sortir, de nous placer hors d'eau, comme on dit pour des constructions. Alors j'ai pensé que ce doute et cette méfiance de la science, il est quand même bon, un petit sujet, je ne vais pas trop s'étaler là-dessus, un petit sujet pour montrer aux gens que les scientifiques, malgré tout, ont des résultats manifestes et patents pour l'humanité. Et je vais citer en vrac que pendant qu'on est en train de gloser sur l'utilité ou la dangerosité du vaccin, qu'il y a quand même des résultats manifestes, comme je le disais. Par exemple, le succès du vaccin contre le paludisme au Burkina Faso. Ce qui fait que c'est le paludisme, c'est quelque chose qui, quand même, c'était une fatalité qui tuait 400 000 personnes. Ils sont arrivés à greffer un visage et deux mains, où il y a une série de connexions qui rendent des choses très difficiles. Un médicament qui prouve son efficacité contre l'obésité, c'est la sémaglutide. Ce n'est pas un gadget, parce qu'il y a des pays, et on va y entrer bientôt, où la moitié de la population, elle est obèse, avec tout ce que ça a comme conséquence. On ne va pas faire un cours, c'est pas une émission médicale. On a établi, c'est très important, un lien entre le sommeil et la démence. La polio a quasiment disparu, elle ne demeure qu'en la planète, qu'en Afghanistan et au Pakistan. Moi, quand j'étais petit, j'avais des copains au lycée, je ne vais pas dire leur nom, qui avaient eu la polio quand ils étaient jeunes. Et puis on se faisait vacciner contre la polio. Alors, deux drogues récréatives, des drogues qui donnent la défense, quoi. La psilocybine et la MDMA, prises en considération par les scientifiques, ce sont contiennent des molécules qui améliorent la santé mentale, notamment le stress post-traumatique, qui est réglé avec l'une de ces, notamment la MDMA, qui est le principe actif de l'ectasie, donc dosé différemment. Mais ils ont découvert ça. Alors que je vois qu'on refuse de leur faire confiance, quand ils te disent de te faire vacciner, je trouve ça aberrant. Ils sont arrivés à faire une première chimère homme-singe, de mélanger des... ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Mais oui, mais si c'est encadré, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup sur en combinant ces cellules de primates et humaines pour faire des recherches sur le stade embryonnaire et peut-être agir à un moment où il y a des maladies très graves et irréversibles et irréductibles qui se créent chez l'homme. Peut-être qu'on va arriver à cette médecine, mais il faut envisager et prendre ces risques, effectivement, qu'au fond de l'Amérique latine, dans les bois, dans les forêts, des laboratoires avec des anciens nazis qui n'existent plus, ou leurs enfants qui trafiquent la cellule humaine. Ça, c'est des scénarios de Netflix. Je ne te suis pas. Un contrôle il a été constaté que le microbiote, c'est la masse des bactéries que l'on a dans les intestins. Cette masse a un effet sur la maladie Alzheimer, cette maladie qui nous terrorise, qui comme une fatalité, et qu'en réglant ça, ça peut, etc. Bon, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même qu'on ait confiance en la science. C'est la science qui fait que... c'est ce qui nous a fait progresser jusqu'à présent. Et la méfiance, elle est là, malheureusement, parce qu'il y a eu tellement aussi de détournements à travers l'empire pharmaceutique, les machins comme ça, tu vois. Les médicaments génériques, forcément, il y a tellement de business, quoi. Comme tu parles des laboratoires et des produits pharmaceutiques, non mais les gens, ils vont consulter leur médecin. Le médecin leur donne une ordonnance. Ils ne connaissent absolument rien des médicaments qui leur sont donnés par le médecin. Ils ne savent absolument pas si le médecin a été invité à un voyage, payé par le laboratoire
laboratoire pour prescrire ce médicament. Là, on accepte tout. Enfin, et je veux dire, c'est curieux, c'est-à-dire cette extrême méfiance et cette extrême confiance. C'est assez. Donc, ça veut dire que c'est du domaine de l'irrationnel, et peut-être qu'il faut chercher plus au fond ce qui peut provoquer une telle réaction pour mieux pouvoir y faire face. Et aussi, moi, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment, ici en tout cas, de ce que représente le vaccin avec ARN messager. Les gens ne savent même pas toujours ce que c'est. Mais ça leur fait peur. Il faut dire que c'est complexe. ARN messager, ça les terrorise. Mais ils ne comprennent rien. C'est pas en 2 ans qu'ils ont trouvé ça. Ça fait plus de 10 ans que les laboratoires travaillent dessus. Et puis c'est une formidable avancée pour traiter les cancers demain. C'est pas seulement aujourd'hui la Covid, c'est aussi contre le cancer demain. Donc au contraire, moi je trouve qu'il devrait y avoir des tables rondes de vulgarisation avec des gens qui possèdent de façon scientifique et non pas des gens qui donnent leurs impressions subjectives pour pouvoir un peu qu'on s'enrichisse. Mais Daniel, le problème c'est que même le corps médical est partagé. Regarde, en Italie, tu as 300 soignants qui ont saisi la justice contre l'obligation vaccinale, parce que là, il y a une loi qui dit vous êtes en contact direct dans l'établissement de santé avec les gens, vous devez absolument vous faire vacciner. Sinon, on vous change de poste ou on vous sanctionne s'il n'y a pas de possibilité de vous reconvertir. Ils ont fait une procédure. Mais l'unanimité n'est pas de ce monde, mais ils semblent 97% être vaccinés quand même, dans le monde médical en Italie, d'après ce que j'ai entendu. En France, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas en France. C'est bien pour ça d'ailleurs que se pose la question. Et d'après ce que j'ai compris, il y a quand même une majorité des formations politiques consultées qui auraient donné leur avis favorable. Naturellement. Alors vous savez qu'on a maintenant la variante Delta complètement dans la Caraïbe. Alors la liste des pays, c'est toute la Caraïbe, quoi. Barbade, Martinique, Saint-Martin, Guadeloupe, Porto Rico, les lieux les plus fréquentés aux États-Unis, donc Walt Disney World, Miami. Donc la variante existe, Guyane française, Brésil, Chili et au Pérou. Alors je vous dis aux gens, ne vous vaccinez pas, mettez un masque et puis bonnes vacances. En tout cas, elle est 1,5 fois plus transmissible que les autres. La souche dominante au Royaume-Uni, qui fait qu'en dépit du haut degré, du haut niveau de vaccination, ils ont été pris. En tous les cas, les vaccins approuvés par l'OMS fonctionnent à l'égard des variants. Ils temporisent au moins. C'est rassurant. Et de toute façon, il faut le faire en acceptant de savoir qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. La présence de la variante Delta dans la région, elle est liée, il faut le reconnaître, aux voyageurs. Alors c'est ça. Alors, on veut les voyageurs pour le tourisme, mais en même temps, ils sont porteurs, et nous-mêmes sommes porteurs de cette bactérie, de ce virus, de tout ce que tu as, enfin bref, de ce diable. Les Amériques, en tous les cas, les Amériques en entier, alors ce chiffre est intéressant, ont signalé 1 million, c'est un virus, c'est pas une bactérie, ont signalé 1 million, plus d'1 million de nouvelles infections, plus d'1 million de nouvelles infections au Covid, et 30 000 décès qui y sont liés au Covid. Ça apporte un nombre total de cas à plus de 72 millions et les décès qui résultent à 1,9 million sur le plan mondial. Ah non, il y a 4 millions de décès sur le plan mondial. Les informations récentes, c'est ça. Le nombre total de cas à plus de 72 millions et les décès qui résultent à 1,9 million. C'est pour les Américains. C'est pour les Américains. Ah, pour les Américains, pardon. Les Amériques. Les Amériques. Le continent. Voilà, au total, quand même. Donc, au total, tu arrives à 4 millions. Exact. OK. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a bien parlé de ces actualités. On va passer maintenant à des sujets de société. Un petit sujet intéressant, léger, économique, c'est l'exposition du Fabriqué en France 2021, avec 3 produits d'outre-mer sélectionnés. Alors c'est une exposition qui se passe à l'Élysée, ça s'appelle Fabriqué en France 2021. Bon, vous me demandez pourquoi on parle d'un truc comme ça, il ne reste même pas très longtemps, mais enfin bon, tout ce qui peut nous donner de la visibilité est bon à prendre. Donc 3 produits d'outre-mer ont été sélectionnés. Alors c'est assez amusant. Des lunettes à base de sargasse colorées en indigo du laboratoire Phytobocase et Bellatrix de la Guadeloupe.
le rhum Vieux Clément pour la Martinique et le lampadaire solaire Luséco pour la Guyane. Oui, ben c'est bien. Moi, je trouve que, comme tu dis, hein, c'est la visibilité. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait ces fameuses lunettes et que c'était Phytobocase. Et il faut saluer quand même ce laboratoire de Guadeloupéens avec des ingénieurs guadeloupéens qui travaillent énormément. Et souhaiter qu'on fasse pareil. Oui. C'est indispensable, me semble-t-il. Absolument. Mais alors, pour ce qui est des territoires d'outre-mer, on a comptabilisé une 60aine de candidatures, dont 2 en Guadeloupe, 17 en Martinique et 7 en Guyane. Les 126 entreprises de lauréates qui pourront exposer leurs produits pendant 2 jours, c'est un peu bref quand même. Dans les jardins, les saisons, les salons, pardon, et la cour d'honneur du Palais de l'Élysée. Oui, c'est pas le temps d'exposition qui est important, c'est les retombées médiatiques. Oui, ça sera filmé, ça sera visionné. À mon avis. Il y aura des interviews, etc. Donc il s'agit de mettre à l'honneur les savoir-faire français d'excellence et se positionner à la pointe de l'innovation et puis également travailler dans la transition écologique. Je ne vois pas encore le rhum Clément travailler en transition écologique, mais c'est soit ou, quoi, c'est pas accumulatif. En tous les cas, c'est sûr que le rhum Clément qui est exporté de par le monde fait rayonner la France par ses produits exportés. Crédibilité, visibilité, en tous les cas, tout ça est très bien. OK ? Oui. Dans le même ordre d'idée, nous annonçons la conférence de Monseigneur Macaire, le 20 juillet. Les chrétiens face à l'esclavage. Le rôle des chrétiens dans l'esclavage aux Antilles françaises, le chrétien face à l'esclavage, c'est la même chose, qui se tiendra le 20 juillet dans les salons de l'Hôtel La Batelière. Et vous devez absolument réserver votre place gratuite en passant par le site Eventbrite. Pourquoi c'est écrit 11 mai 2021 ça s'appelle un lapsus calami. Ah, c'est un lapsus. C'est le 20, parce que initialement c'était. Je rappelle la date. Et puis à cause du confinement, je rappelle la date, c'est le 20 juillet. Le 20 juillet, donc c'est ce mois-ci, le 20 juillet. Donc c'est un mardi. C'est un mardi. À 18h, et vous devez donc réserver vos places. On va découvrir des choses là. Ah oui. Alors attention, ce n'est pas l'Église. C'est pas l'Église. Ah non, je parle de l'Église. C'est pas le rôle de l'Église à l'esclavage. Non, les chrétiens. Parce que c'est sûr et certain que je suis un bon chrétien, mon cher David, c'est sûr que l'Église n'a pas fait très fort avec de l'esclavage, n'est-ce pas? Bon, je te regarde dans les yeux pour te le dire. C'est la raison pour laquelle il va peut-être choisir que certains chrétiens, comme Épiphane de Moiran, c'est moi dont je te parlais hors micro, qui a été quasiment excommunié, qui est parti au Brésil, qui est revenu se battre, qui était dans le maquisard, le chrétien maquisard pour militer pour l'amélioration du sort des esclaves et d'autres. Mais je vous laisse découvrir la conférence. Je ne vais pas me substituer à Monseigneur Marquet, qui est un excellent conférencier. Donc c'était d'ailleurs le job, avant d'être évêque, d'être conférencier pour la confrérie, c'est pas une confrérie, ça s'appelle l'ordre des Dominicains. Festival culturel de Fort-de-France. Ça semble, j'ai vu le programme, Christian, tu as vu, c'est chaud. Oui, malgré les conditions, malgré les conditions sanitaires et tout, c'est original. C'est intitulé. C'est le cinquantenaire, hein? Oui, c'est la 50e édition du Festival de Fort-de-France qui était né. Salut, papa aimé. Oui, au départ, je me souviens, c'était une pièce de théâtre. En fait, ça a commencé par du théâtre. Oui. Et ça a eu un tel succès que la deuxième année, quand la ville a constaté ça, ils ont décidé de le transformer en festival. Et c'était vraiment la période, je dirais, des pionniers, parce que c'était... Aimé Césaire avait fait venir Jean-Marie Serrault, Yvan Labéjoff qui était à Paris, mais qui jouait aussi avec Jean-Marie Serrault. Et donc la Martinique découvrait pour la première fois des Antillais qui jouaient. C'est parce qu'on avait l'habitude de la troupe Jean Gosselin qui venait... Au théâtre municipal. Donc c'était une vision totalement... Les gens étaient vraiment... tellement content de découvrir ça, et le CERMAC est né après de tout ça, de pouvoir structurer. Mais il y a eu l'OMDAC aussi avant le CERMAC, avec une Marie Séraline, tout à fait, ça a duré 3 ans. C'est ça, et puis après... Et il y a eu le CERMAC, parrainé par Léopold Sédar Senghor, pour la création du CERMAC, pour l'inauguration,
pour le parrainage. Donc Senghor est venu avec son avion, avec la troupe Daniel Sorano, la troupe de théâtre, puis une troupe de danseurs. Ça a été une semaine sénégalaise extraordinaire. Fantastique. Et puis, je veux dire, le festival, c'est Ariane Mouchkine qui joue 1789 en plein air. Enfin, c'est une créativité extraordinaire. C'est-à-dire que 50 ans après, 2 générations après, on ne mesure pas, ou on a oublié, ou on ne sait pas ce qu'était la réalité culturelle à la Martinique. Et puis la compétition, là aussi dans la rivalité qu'il y avait avec le CMAC. C'est après, oui, le CMAC est venu un peu après. Oui, mais ça a été, je dirais, la réponse de l'État. Oui, ça a été la réponse de l'État. Parce que la volonté des Césaires, c'était de clairement affirmer, je veux que la culture... C'était à la fois reconnaître l'identité, mais s'ouvrir au monde. Il a toujours dit ça. C'était pas un enfermement. C'était, je revendique mes racines, mais en même temps, je m'ouvre au monde. Nous allons revenir sur le festival, parce que j'ai beaucoup de questions à te poser, parce que tu étais présidente du CERMAC. De 2008 à 2014. Donc tu as des choses à nous dire. Mais je voudrais signaler à Christian que j'ai reçu la newsletter de la direction des affaires culturelles, où j'ai vu qu'ils sont très investis maintenant dans des actions culturelles du pays. Heureusement. Heureusement, il faut absolument. Il y a quand même un progrès. C'est ça. Revenons au festival. Alors, comment se prépare un festival et qui décide du thème, de la thématique, du choix des... À l'époque de Jean-Paul, je le sais, parce que c'était un ami et que j'étais proche de lui, mais depuis, les choses ont évolué. Oui, après Jean-Paul, il y a eu Lydie Bétis. Moi, quand je suis arrivé en 2008, donc Lydie Bétis était déjà là depuis un moment. Donc, au CERMAC, c'est quand même, je dirais, il y a une centaine de personnes. Il y a la directrice, et puis il y a une centaine de personnes qui travaillent pour le CERMAC, pour le festival, pour les ateliers. Pour les ateliers, c'est quand même beaucoup de choses. Pour les centres culturels aussi. Donc, il y a la directrice. Il y a l'élu qui est présidente du CERMAC, et puis il y a le conseil d'exploitation. Qui est composé d'élus et de membres de la société civile. J'ai d'ailleurs fait partie du conseil d'administration avant d'être élu au CERMAC. C'est pour avoir une ouverture plus grande. Et donc, en fait, pendant longtemps, le festival, c'était de soutien aux luttes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le festival a été dédié plusieurs fois à l'Afrique du Sud, ça a été dédié au Vietnam, ça a été dédié à des pays africains. Donc pendant longtemps, ça a été ça. Et puis après, ça a été des thèmes qui ont été choisis. Et la connaissance donc le politique a son mot à dire pour dire ce qu'il souhaiterait comme tendance. Et puis, c'est le travail du directeur, de la directrice et de l'équipe de proposer, parce que c'est eux qui connaissent. Il faut savoir quand même que le directeur et la directrice, non seulement ils sont en liaison avec tout ce qui se produit dans le monde, mais quelquefois ils se déplacent pour aller regarder certaines manifestations. Et donc, à ce moment-là, ils essayent de faire en sorte de faire venir des troupes. Mais c'est compliqué. Alors, dis-moi, un intitulé comme Quintessence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il y a 50 ans, on essaye de donner l'essence de l'essence. La quintessence, c'est ça. Ah bon. Oui, on essaye. Oui. Moi, c'est le projet, non, mais c'est le projet. Oui, j'y suis pas, mais je comprends ça comme ça. Donc, il y a la symbolique de l'Afrique du Sud, avec les gumboots qui sont là. Donc, qui soufflent dans leur long tuyau, c'est ça? Ah non, c'est de la danse, c'est de la danse très dynamique. Oui. Donc par conséquent, ça rappelle toute cette symbolique de soutien au peuple en lutte. Il y a la production de notre pays, Malavoie. Pour débuter le concert. Oui, parce que Malavoie, c'est parce que... Le festival, pardon, oui. Parce que Malavoie, c'était... est né presque en même temps. Voilà. Et puis ils ont, beaucoup d'entre eux ont enseigné au CERMAC. Donc le rapport entre le CERMAC et Malavoie est très étroit. Donc là aussi, il y avait une symbolique. Le carnaval aussi, ça fait partie de nos traditions. Ça fait partie de nos traditions. Et en même temps, ça fait questionner nos traditions. Parce que quelquefois, les gens, ils répètent sans savoir forcément comment. Bien entendu. Donc le rôle de service culturel, c'est de rappeler à quoi il faut se rattacher, quelle est l'histoire. Les thèmes du Cénacle. Alors cette année, il n'y a pas beaucoup de cénacles, il n'y en a que 3. Donc il y en a un qui s'est déroulé sur le carnaval, il y en a un autre le 20 juillet sur le conte avec Chali,
Et le lendemain, le 21, il y aura avec Dominique Cyril, qui est une spécialiste. Donc celui sur l'histoire et la mémoire dans l'espace public ne se tient pas. Non, ça c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, c'était sur l'histoire et la mémoire. C'était le forum après les statuts. J'ai une question. Oui? Est-ce que les entretiens du Cénac sont enregistrés visuellement? Parce que ce serait intéressant qu'on puisse rediffuser ça dans des télévisions. Oui. Alors c'est enregistré et moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je pense que ce serait extraordinaire parce que la volonté de Lydie Bétis, il faut le rappeler, c'était d'avoir un espace où il n'y ait pas de tabou, ni dans les... C'est-à-dire que ce ne serait pas un espace académique réservé à des universitaires, à des spécialistes, mais que tout le monde pouvait y venir, quel que soit le milieu social, quel que soit l'âge, et tout le monde est à côté l'un de l'autre. Et c'est extraordinaire parce que ça a perduré, cet esprit. Parce que les thématiques qui sont abordées peuvent être des outils très intéressants, même au niveau de l'éducation des jeunes. Absolument. Tu vois oui, revoir une thématique à aborder sur tel sujet et puis discuter de ça avec les élèves, avec les professeurs. Enfin, je ne sais pas moi. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ce serait une très bonne idée. Ça fait partie des deux choses qui m'ont toujours surpris et étonné dans le cadre de ces activités. Mais en fait, j'ai eu la réponse. J'ai la réponse qui ne me satisfait pas. Savoir que vous avez des groupes, notamment de musique, qui répètent et puis qui font un concert ou deux, mais qui répètent pendant un an, qui se créent et qui font un ou deux concerts, puis c'est fini. Et sans être enregistrés, sans être filmés. Vous avez des débats comme ça qui sont à peine enregistrés, où on a des petits bouts. Si ça doit rester simplement là, tu vois, c'est un peu dommage, parce que ce sont des thèmes qui intéressent tout le monde. Alors la réponse qui m'a été, excusez-moi, si vous le permettez, la réponse qui m'a été donnée, c'est que ça c'est de l'éphémère. C'est-à-dire qu'on vient, on regarde par un organisateur d'une fondation, très précisément, on va deviner laquelle. Où je dis, pourquoi vous ne filmez pas? Il me dit, non, les gens viennent, participent et puis s'en vont. Non, là, le Cénac, c'est différent, parce que le Cénac, c'est enregistré. C'est enregistré, filmé. Oui, mais est-ce que c'est avec la qualité? Parce qu'on sait, nous sommes dans la citata, nous devons un petit peu. Oui, non, mais c'est bien fait. C'est dans de bonnes conditions. Donc, il y a matière à exploiter pour le bien commun, je dirais. Parce qu'il y a des thèmes qui nécessiteraient effectivement d'avoir. Parce que même quand tu regardes la télé, tu ne regardes pas tout le temps des films. On regarde de plus en plus de débats, de plus en plus de pensées qui s'expriment. Et moi, ça me fait penser que moi, je trouve, je ne comprends pas que la télévision, que les télévisions, notamment la télévision entre guillemets d'État, n'ait pas fait une émission spéciale 50e Festival de la ville de Fort-de-France. Moi, je trouve qu'il y avait matière à faire un balayage de tout ce qui s'est fait avec des extraits et puis de faire une table ronde avec les opérateurs culturels d'aujourd'hui pour dire quelle est la problématique maintenant. Aimé Césaire a créé le CERMAC pour telle raison à tel moment. Quelle est la problématique maintenant? Comment on peut y répondre? Je pense qu'il y avait matière à faire un vrai débat qui intéresse la population. Pas seulement, ce n'est pas du tout quelque chose pour promouvoir la ville de Fort-de-France, pas du tout. Utiliser le festival comme moyen de questionnement de l'état de la culture et de la problématique à l'heure actuelle. Et c'est dommage que ce ne soit pas fait, alors qu'ils ont les moyens, parce que c'est effectivement pas une télé comme Zitata qui peut le faire, parce que, je veux dire, la télé à laquelle tout le monde pense a les moyens d'avoir des images d'archives, d'organiser ce débat. Ils ont tous les moyens techniques et matériels pour pouvoir le faire. Je trouve dommage que ça n'ait pas été fait. Et surtout d'essayer de profiter du réseau national de France TV pour essayer aussi de faire la promotion. Tu vois, faire afficher le festival comme outil culturel majeur. Et je pense que les gens, comme je dis, il y a 2 générations quand même qui sont passées, ignorent ce qui a été fait. Donc, quelquefois, les gens s'imaginent qu'ils sont les premiers à découvrir quelque chose ou à faire quelque chose, alors qu'avant, ça a été fait. En dépit de cet aspect, effectivement, ridicule, où on croit qu'on invente le fil à couper le beurre, c'est de tirer expérience de ce qui a été fait. Absolument. Parce que c'est de la culture, parce que c'est de l'expérience culturelle. Et juste pour terminer, il faut m'arrêter parce que je peux être intéressable sur le festival, mais je me souviens au début du festival, ça c'est un autre aspect, à l'époque, les artistes qui venaient n'étaient pas logés à l'hôtel, ils étaient logés c'était pas encore le parc Aimé Césaire, c'était le parc Floral, ils étaient logés dans les bars, ça a été le cas de l'abbé Joffre, des acteurs métropolitains qui venaient, et après les représentations des pièces de théâtre, les gens venaient
venaient au parc. Et donc il y avait une discussion qui s'engageait entre les comédiens expérimentés, les comédiens qui étaient intéressés, la population. Ça pouvait durer jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, 4 heures du matin. Le parc était un véritable lieu de discussion. On l'arrête là. Parce Oui. que c'est... Pour laisser. J'ai donné l'autorisation de m'arrêter. Mais quand même je t'accorde 1 minute pour que tu nous expliques pourquoi le plateau jeune a été annulé. Alors là, je serais dans l'incapacité de te le dire. Le préfet a dit qu'il considérait que les conditions n'étaient pas réunies, donc il conseillait de le reporter. Et la ville de Fort-de-France, compte tenu de l'avis, d'après ce que j'ai compris, compte tenu de l'avis du préfet, a décidé de ne pas maintenir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, me semble-t-il, la ville de Fort-de-France avait dit, jauge 13 000 personnes, conditions, vaccination ou test PCR. C'est à quoi le préfet a répondu que, mais comment peut-il anticiper que les gens qui viendraient ne l'auraient pas eu? Ne jugeons pas. Il a répondu que... Si? Non, exposons d'abord que les conditions d'accueil du public, et notamment quant à la faible quantité de vaccination en Martinique, ne permettront pas et qu'il y aura des incidents, il y aura donc écoutez, ça, que les gens tenteront malgré moi, tout. je pense que dire s'il y avait 1000 personnes qui se présentaient avec les conditions, ben, il n'y aurait eu que 1000 personnes qui seraient rentrées. S'il y en avait 10 000, il y aurait eu 10 000. Enfin, alors, ça, c'est une autre histoire. Citation, la faible couverture vaccinale de l'île et l'incapacité de réaliser autant de tests, parce qu'on avait prévu un nombre colossal de personnes. C'était 13 ou 14 000, me semble-t-il. Moi, j'avais entendu 20 000. Non. Bon, je continue. Autant de tests PCR en 48 heures avant le concert, et que même si nous mettons en place ces mesures de contrôle, elles seront difficilement applicables. Je n'ai pas d'avis. Moi, je n'ai pas non plus. Moi non plus, c'est la responsabilité. Le maire de Fort-de-France a considéré que dans ces conditions, il fallait annuler. Consacrons les 5 minutes qui nous restent quand même à la famille Copette, de véritables bâtisseurs de musique, pour reprendre le titre de l'article qui paraîtra dans Antilles la semaine prochaine, sous la signature de l'honorable, sans jeu de mots, Christian Boutin. Parle-nous de ça. Mais c'est vrai que dans mes premiers mois de retraite, puisque c'est toujours très agréable, je voyage à travers la musique. Et je revois mes disques, je réécoute des œuvres. Et puis, j'ai entrepris un travail sur la restitution, si je puis dire, de l'histoire de la musique. Depuis 1635, Jacqueline Rosemin, qui avait déjà écrit des musiques, voilà. Et après, elle a écrit Jazz et Begin. Et puis, je me suis intéressé particulièrement à la période post-Saint-Pierre, où les artistes antillais sont partis en France. Ils ont animé plus de 15 ou 20 établissements. La Begin était à son... Oui, mais là, tu nous précises bien qu'Huron n'est jamais parti. Oui, Huron n'est pas parti. Alors, effectivement... Alors précisons, il y a Huron, Honoré et Barrel. Absolument. Alors, les premiers qui ont connu le succès, c'est Stélio, c'est Sam Castandet, Ernest Léardé. Et après, il y a Barrel Copette et Honoré Copette qui sont partis. Alors, Barrel Copette et Honoré Copette, ils sont du Vauclin. Ceux-là, ce sont des frères. Ce sont deux frères. Huron, c'est un grand cousin. Huron, c'était un cousin, le grand cousin de Sainte-Anne. Voilà. Et Barrel et Honoré sont partis. Ils ont joué partout en Europe. Et Huron est resté à la Martinique. Alors, il est resté à la Martinique pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il avait peur de voyager. Deuxièmement, parce que son épouse lâchait couper. C'est-à-dire qu'elle était très carrée, elle était très exigeante. Elle surveillait son mari, qui allait jouer chaque soir. Oui. Voilà. Et il n'a pas été favorable non plus à ce que Huron parte. Donc, il est resté. Alors, Huron Copette... Mais il est dit aussi qu'il était un petit peu pas trop sûr. Il pensait qu'à l'étranger, ça défaut de connaissance des harmonies... Huron, il habitait Rivière-Salée et pas très loin de chez lui, il y avait une habitation qui s'appelait l'habitation fédérale. Et tout le temps, il y avait des orchestres qui allaient jouer là. Alors lui, il partait de chez ses parents, il allait écouter les orchestres. Et à son père, à l'âge de 13 ans, son père lui a dit, je vais lui offrir une clarinette. Et il lui a offert une clarinette. Et il a autodidacte. Il a commencé à jouer de la clarinette. Il a joué admirablement bien. On voit par exemple sur le disque sous les cocotiers qu'il a enregistré avec Max Sensé, où il y a Ratla, il y a La Peau Fromage, il y a Vini Wekulia avec une dextérité extraordinaire. Mais comme il avait appris tout seul, il avait un mauvais positionnement des doigts. Et ça, si tu veux, on lui a fait remarquer ça à plusieurs reprises. Et ça suffit pour le complexer? Ça l'a complexé. Et il s'est dit, si moi aller en France, je vais faire mon rime. Autrement dit, je vais bien jouer, mais comme je joue mal, c'est comme si quand tu apprends à jouer au piano, si tu apprends par le passage du pouce, par exemple, tu vois, il y a des choses comme ça.
Donc voilà, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il n'est pas parti. Il n'empêche que dans les années 71, Ponsati lui a fait un super hommage. Oui, parce qu'en 71, effectivement, alors j'ai rencontré son fils qui s'appelle Georges Copette, c'est extraordinaire parce que c'est un mec très pointu. D'ailleurs, il travaille avec la ville de Fort-de-France, il est dans le Conseil des sages, il a été... et il a gardé beaucoup de choses de Hurard Copette, dont la page de Ponsati de 1971, où 5000 personnes sont allées au stade d'Achille pour exprimer à Hurard Copette leur reconnaissance. Ouais, voilà. Alors là, il pouvait mettre ses doigts comme il voulait. Alors, Hurard a enregistré 2 disques. On ne le retrouve pas à la SACEM comme compositeur. Il semble qu'il y a une valse qui s'appelle Janine qui a été jouée par Honoré Copette qui appartient à Hurard. Mais enfin bon. Et puis rapidement, Barrel et Honoré. Oui. Honoré Copette, je pense que ce qui est extraordinaire avec Honoré Copette, c'est sa justesse et son intérêt pour les valses. Ouais. Il a fait des valses merveilleuses. Nous valses que nous avons écouté, nous avons attendre, nous avons dansé, mais nous ne savons pas qui fait. Hein, on aura peut-être l'occasion d'approfondir ça. Et puis Barrel Copette, qui a été le compagnon de Pierre Racine également, et qui a fait beaucoup d'albums, et qui a travaillé avec Mr. Love. Lui, c'est un grand musicien. Ah oui, comme je fais toujours un peu de piano, et j'avais un piano chez mes parents, au Robert, et quand je suis entré à la SACEM, j'ai connu Barrel. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, j'ai un piano, il est désaccordé. Il m'a dit, mais je vais l'accorder pour toi. Il était également accordeur. Alors moi, je tombais des nues. Et Barrel est venu au domicile de mes parents, et puis il a accordé le piano, et puis il a joué. On tombait. Magnifiquement bien. Magnifiquement bien. C'est un homme d'une douceur extraordinaire. Un petit clin d'œil à Bernard Boulosier, parce que Bernard Boulosier a fait l'association Barrel Copette, et qu'il anime régulièrement. Il décerne des trophées à des artistes au nom de Barrel Copette. Dernière anecdote, chez Racine, avec qui Barrel Copette jouait avec Racine, il avait le manoir. Le manoir. Alors, c'est très bien que tu appelles ça, parce que le manoir, c'est un établissement qui était extraordinaire. Il faut savoir qu'au manoir, tous les jours, il y avait des animations. Lundi compris, dimanche compris. Il n'y avait pas de jour de relâche. Dans le temps, les bateaux de croisière amenaient leur clientèle au manoir. Et parfois, à 10h du soir, les bateaux, ils étaient qu'à connaître pour dire aux gens, sortez au manoir, on doit aller. Donc, c'est vrai qu'à Fort-de-France, il y avait cet établissement qui exprimait l'antianité, quoi, dans les mazurkas, dans les valses, dans les... Voilà. Mais je suis persuadée qu'on fait un état où on commence à jouer de la biguine. Très bien. Je suis persuadée que ça aura un succès fou. Surtout qu'on peut ajouter beaucoup d'histoires à côté. C'est sur ces derniers mots qu'on va se saluer et qu'on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà. Pas de problème. Merci.